Bonjour Monsieur Jean-Louis Degas. Nous sommes très contents d'être accueillis dans votre maison et votre bureau. C'est donc en ces lieux que vous avez travaillé à la production de cette biographie qui s'intitule La vie prodigieuse de Bernard-François Balsas. Oui, et je suis moi aussi heureux de vous accueillir dans ces lieux où effectivement j'ai consacré une vingtaine d'années de ma vie à rédiger cette biographie, après avoir effectué une partie en parallèle et une partie auparavant, les recherches qu'elle avait nécessitées. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre vie professionnelle, qu'on ait une idée de comment vous avez pu vous dégager pour vous consacrer à ce travail? Oui, en fait j'ai fait des études scientifiques et j'ai un diplôme d'ingénieur supaéro, l'école qu'a fait également Monsieur Thomas Pesquet, dont on parle, le spationaute dont on parle beaucoup actuellement. Mais depuis mon enfance, j'étais passionné par la généalogie, et c'est la généalogie qui en fait m'a conduit à ce travail, à cette biographie. D'accord. Et comment ça a commencé? Comment a commencé votre aventure dans cette recherche, ce compagnonnage, ce long travail? Il y a eu des déclics? D'où c'est parti? Alors, c'est parti de... Je questionnais beaucoup mes parents pour connaître le nom de mes arrière-grands-parents, par exemple, et mon père savait qu'il avait une arrière-grand-mère qui s'appelait Balsas et qui était originaire de la commune de Montira. Et j'ai appris aussi assez tôt que l'écrivain Honoré de Balzac était, par son père, originaire de cette commune-là. Mais il y avait plusieurs familles dans cette commune et mon père ignorait s'il y avait un lien entre son arrière-grand-mère et la famille d'Honoré de Balzac. Et une de mes motivations de mes recherches a été essayer de savoir s'il y avait un lien. D'accord. Et ensuite, comment les choses se sont enclenchées, les étapes du début? Alors, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, à 23 ans, je n'ai pas à proprement parler fait de recherche généalogique. Je me suis contenté de ce que m'avait dit mon père, etc. Mais dès que j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai pu aller aux archives d'Albi principalement et de Rhodes pour débuter des études généalogiques et en particulier à Albi sur la branche Balsas de mon ascendance. Et c'est ainsi que j'ai trouvé dans le courant de l'année 1979, j'avais à l'époque 24 ans, j'ai pu arriver à prouver que l'arrière-grand-mère de mon père, Marie-Brigitte Balsas, était en fait la petite fille d'un oncle de Balzac. Et donc tout ceci m'a motivé énormément à poursuivre les recherches et en particulier à essayer de comprendre comment le père de Balzac, Bernard-François Balsas, né dans une petite ferme de la vallée du Vior, au hameau de la Nougaillerie, dans la commune de Montira, comment, avec cette origine sociale, avait-il pu, même avant la Révolution qui a favorisé la carrière des gens issus du peuple, même avant la Révolution, devenir secrétaire au Conseil du Roi à Paris. Ceci m'intriguait beaucoup et j'avais effectivement une forte motivation de recherche, essayer de quel a pu être le parcours qu'il avait conduit à ce poste déjà prestigieux en 1776 à l'âge de 30 ans. Et à ce moment-là, vous avez dû avoir des opportunités exceptionnelles. Il y a eu des rencontres, des trouvailles qui ont tout de suite ouvert et motivé encore plus le déroulé. Alors, un des mystères qui est autour de Bernard-François Balsas, des nombreux mystères, puisqu'on connaissait très peu sa vie, c'était pourquoi avait-il quitté sa ferme natale, sachant qu'il était le fils aîné, et donc logiquement, il aurait dû hériter de la ferme natale, même s'il avait après lui 10 frères et sœurs, puisque la fratrie comptait 11 garçons et filles. Et en fait, c'est une autre chercheuse passionnée de généalogie, Madame Marie-Rose Magnat, de Mirandol, qui a trouvé, dans un acte d'un registre d'un notaire de la gare de Vior, un acte qui donnait la raison plausible du départ de Bernard François à l'âge de 20 ans,
c'est qu'il avait mis enceinte une jeune fille de sa paroisse, qu'il a refusé d'épouser, et la jeune fille l'a traîné en justice pour obtenir des dédommagements. Et c'est l'acte d'accord qui a été conclu entre le père de Bernard François et cette jeune fille qui donne la cause probable de son départ. Et ce qui montre aussi, la jeune fille a obtenu 200 livres d'intérêt, et le père de Bernard François Balsa a dû vendre un champ pour réunir cette somme et être capable de dédommager la jeune fille. Et donc, c'est suite à cette... c'est donc très probablement cet événement qui a entraîné le départ de Bernard François Balsa de sa paroisse natale de Canezac, commune de Montira. Mais il restait encore beaucoup de choses à découvrir. Comment, parti un peu après cette mésaventure à Canezac, comment est-il arrivé 10 ans plus tard à Paris, où il était secrétaire au Conseil du Roi? C'est là que j'ai réussi, par des recherches, à peu près reconstituer son parcours. Alors j'ai essayé, la piste de recherche a été de chercher les protecteurs qui auraient pu favoriser sa carrière. J'avais 3 pistes qui se présentaient: le curé de Canezac, l'abbé Charles-Alexis Vialard, qui était issu d'une famille notable de Carmont, le notaire de Canezac, maître Albar, chez qui Bernard François avait travaillé comme clerc pendant 4 ans, de 1761 à 1765, ou le grand seigneur local, qui s'appelait Guillaume de Castelpère, et qui avait des seigneuries à Trévien et à Almayrac, non loin de Montira. Donc j'ai essayé de creuser les 3 pistes, et en fait, c'est celle du marquis Guillaume de Castelpère qui s'est trouvée la plus vraisemblable, sachant que j'avais trouvé en 1771 à Toulouse un acte où Bernard François Balsa était associé à un parlementaire au Parlement de Toulouse qui s'appelait Antoine François Bertrand de Molleville, et ce Bertrand de Molleville était cousin de Castelpère. Donc, l'hypothèse la plus probable, c'est que Bernard François Balsa s'est tourné vers Guillaume de Castelpère, le grand seigneur de l'Albigeois, qui l'a orienté, l'a fait embaucher en quelque sorte par son cousin Bertrand de Molleville, comme à la fois valet et secrétaire. Et donc, ceci explique que, peut-être après une étape à Albi, où il aurait été clerc de notaire ou de procureur chez un notaire albigeois, maître Rémonot, qui était l'ami de maître Albar, Bernard François Balsa a passé des années, quelques temps à Toulouse, comme valet et secrétaire de Bertrand de Molleville. Mais en 1771, le chancelier de Maupoux a supprimé les parlements qui s'opposaient à la politique royale, et Antoine François Bertrand de Molleville, suite à cette suppression du Parlement de Toulouse, est monté à Paris. Et donc, son secrétaire Bernard François Balsa l'a accompagné à Paris. C'est le début donc de sa carrière à Paris. Alors à l'époque, Bertrand François de Molleville était entré au Grand Conseil, une institution un peu concurrente du Parlement, et qui, elle, était plus contrôlée par le roi que le Parlement. Et donc, Bernard François Balsa a commencé sans doute à Paris sa carrière comme toujours secrétaire de François Bertrand de Molleville, qui était membre du Grand Conseil. D'accord. Quel itinéraire, hein? Parce que quitter presque en sabot le pays d'origine, hein, fuir une situation très délicate et se retrouver valet, certes avec un grand protecteur, mais se retrouver ensuite à Paris au titre de secrétaire, c'est une sacrée ambition. C'est un personnage qui... Ça montre indéniablement qu'il avait sans doute des qualités. Il a dû se former, il n'avait pas fait d'études supérieures, etc. Il avait tout juste appris à lire et à écrire
à Canezac, sans doute, avec l'abbé Vialard. Donc ça montre une capacité d'auto-formation prodigieuse. Alors il n'était pas seulement valet de Bertrand de Molleville, il était valet et secrétaire. Et donc ce qui montre Bertrand de Molleville avait déjà jugé capable d'être secrétaire, d'être son secrétaire. Donc cette étape parisienne, elle devient déterminante. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait toujours des liens avec le pays, ou est-ce que quelque part il y a eu une rupture? On l'ignore. L'hypothèse de la rupture il semble avoir donné très peu de nouvelles à sa famille. Il semble avoir quand même gardé quelques liens avec son frère cadet, Jean Balsa, qui avait 2 ans de moins que lui. Il était né en 1848, parce qu'il semble avoir eu besoin de documents, d'actes de baptême. Et donc, il a sans doute fait appel à son frère cadet, Jean Balsa, pour obtenir ces actes de baptême auprès du curé de Canezac, dont il avait besoin à Paris. Donc, il semble que c'est avec ce frère le plus rapproché en âge qu'il a toujours maintenu des liens. D'ailleurs, ce frère est venu le voir à Paris en 1789 ou 90. Alors, ce qu'on peut aussi dire de ce frère, c'est que, comme Bernard François avait quitté le pays, l'Albigeois, c'est son frère cadet après lui, Jean Balsa, qui était destiné à reprendre la ferme natale de la Nougaillerie. Mais il se trouve que Jean Balsa a fait un assez beau mariage, puisqu'il a épousé une jeune fille de Canezac, qui s'appelait Marie-Brigitte Lacombe de Blanchefort, qui avait une ferme assez importante et qui était fille unique. Donc, Jean Balsa n'a pas hérité de la ferme de la Nougaillerie, il a été pour gendre à la Régaudier chez son épouse. Et il se trouve que la mère de l'épouse de Jean Balsa, Marie-Brigitte Lacombe de Blanchefort, appartenait à une famille Lacombe, dont sous la Révolution, un cousin germain de Marie-Brigitte Lacombe de Blanchefort, qui s'appelait Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel, il avait supprimé la particule à la Révolution, est devenu député du Tarn. Donc, à la Révolution, Bernard-François Balsa va changer de protecteur, il abandonne le royaliste Bertrand de Molleville, pas tout de suite, puisqu'il sera secrétaire toujours de Bertrand de Molleville, lorsque celui-ci va devenir ministre de la Marine en 1791. Mais il perd cette charge de ministre en 1792, et à ce moment-là, Bernard-François Balsa va se tourner vers le député Lacombe Saint-Michel, qui joue un rôle important et qui est le cousin germain de la femme de son frère. Donc, en fait, il opère en 1792 Bernard-François Balsa, qui a changé depuis à peu près 1780 son nom de Balsa en Balzac. Il opère, on peut dire, un retournement stratégique du point de vue idéologie. Il abandonne de servir un royaliste pour devenir l'ami, enfin, il est toujours d'ami grâce à Lacombe Saint-Michel, qui le fait rentrer dans les subsistances militaires. Donc, nouvelle carrière de Bernard-François Balzac à partir de 1792-93, comme, pas employé, mais déjà un poste assez important dans les subsistances militaires, qui lui fera faire des déplacements en Bretagne, à Bordeaux et en Touraine. Et en 1795, il va être nommé à Tours, avec un poste de directeur des subsistances militaires pour la région militaire qui avait son chef-lieu à Tours. Et donc Tours, immédiatement, le lien, il sera toujours à ce poste-là lorsque son fils Honoré, Balzac, naîtra à Tours en 1799. Mais entre-temps, Bernard François s'est marié en 1780, alors qu'il a 53 ans, en 1797, avec une jeune fille parisienne dont le père, qui s'appelait Claude Salambier, était le supérieur hiérarchique de Bernard-François Balzac. Donc, et qui était plus jeune que lui d'1 an. Mais la jeune fille, elle, avait 19 ans. Donc, à 53 ans, il épouse la fille de son supérieur hiérarchique. Il en a un premier fils en 1798, né le 20 mai 1798, qui s'appelle Louis Daniel,
mais qui meurt en bas âge, alors qu'il avait été, semble-t-il, nourri par sa mère. Et un an plus tard, jour pour jour, le 20 mai 1799, naît un second enfant, qui lui sera baptisé Honoré, et qui, contrairement au premier, va être mis en nourrice. Et c'est donc Honoré Balzac, encore sans particule, mais le père avait déjà officialisé le changement de nom en Balzac, donc Honoré est bien né sous le nom de Balzac et non de Balsa. Oui, donc nous en étions à la naissance le 20 mai 1799 d'Honoré Balzac à Tours, qui va être mis en nourrice, contrairement à son frère aîné décédé en bas âge, et qui en fait sera suivi, la fratrie va être complétée par la naissance de deux filles, Laure et Laurence, et en 1807 par un autre fils, Henri, mais pour ce fils Henri, il y a un doute sur la paternité et on considère en fait qu'il était le fils naturel, que son père naturel était Jeanne de Margonne, chastelaine de Sachet, qui était devenue l'amant de Madame Balzac, mère. Et elle aura toujours pour ce fils Henri une affection particulière, bien supérieure à celle qu'elle aura pour son fils aîné Honoré. Contre, ce qui semble bien prouvé, c'est l'affection particulière que sa mère avait pour Henri plutôt que pour lui. Et en fait, au moment où est né Henri, Balzac a été mis au collège de Vendôme, collège tenu par les oratoriens, où il va passer 7 ans de sa vie, de 1807 à 1814, et durant ces 7 ans, sa mère ne lui rendra jamais visite, et son père, Bernard François, lui rendra visite 2 fois. Et Balzac, dans ce séjour qu'il va faire à Vendôme, va quasiment lire toute la bibliothèque, et c'est là qu'il va accumuler une connaissance énorme sur des sujets très variés, car il était très éclectique. Au collège de Vendôme, il était d'ailleurs assez souvent puni, mais en ayant accès aux livres. Et pour en revenir à son père, parce que si on continue, alors vous avez parlé tout à l'heure de son itinéraire, disons, économique, professionnel, son ascension, son ambition, son sens de l'opportunisme, mais c'était aussi quelqu'un qui s'intéressait aux livres. C'était un franc-maçon. Alors, il s'intéressait beaucoup aux livres et il était aussi également franc-maçon. Il avait été, semble-t-il, initié par l'intermédiaire de la famille de son épouse, les Salambier, où il y avait une tradition maçonnique. Et son beau-père était aussi franc-maçon. Mais à Tours, Bernard-François Balzac, donc, était un notable. Il n'avait pas uniquement... Il a été adjoint au maire, chargé de l'état civil, je crois. Il a été directeur de l'hôpital, fonction qui avait besoin de compétences identiques à celles de régisseur des vivres, approvisionné en logistique, etc. Et donc c'était vraiment un notable de la ville de Tours. Mais en 1814, il va décider de quitter Tours, car les compagnies sont amis originaires de Montauban, Daniel Doumer, lui propose un poste à Paris, et en 1814, la famille Balzac rentre à Paris, où donc Honoré suit, et vers, je crois, 1817 de mémoire, Bernard-François Balzac est mis à la retraite. Ce qui entraîne une baisse énorme de revenus. Il touche à peu près 20% de ce qu'il touchait en tant que directeur des vivres. Et qui va l'obliger à quitter Paris pour aller dans la grande banlieue, on peut dire, à Villeparisis, où il va... Mais c'est à ce moment-là que le Tarn natal va revenir à l'esprit, va se manifester pour la famille Balzac. C'est que le dernier frère de Bernard François, Louis Balsa, qui avait 20 ans de moins que lui, qui était né en 1766, et que dont Bernard François, qui a quitté l'Albigeois cette année-là, n'a sans doute jamais connu,
Louis Balsa est accusé du meurtre d'une servante de ferme, jugé par les assises à Albi, condamné à mort et exécuté. Et le neveu de Bernard François, qui s'appelait Jean-François Balsa, mais qui lui aussi avait pris le nom de Balzac, qui était notaire à Mirandol, non loin de Montira, va venir à Tours pour essayer d'obtenir des conseils de Bernard François Balsa avant la condamnation à mort. Mais Bernard François Balsa ne va rien faire, ne va pas se compromettre dans cette affaire-là. Bon, je ne sais pas quel moyen d'action il aurait eu, vu l'accusation, mais ce qu'on peut dire, c'est que Louis Balsa, le frère de Bernard François, n'était sans doute pas l'auteur de l'assassinat. C'était probablement un certain Jean Albard, qui était le fils du notaire pour lequel Bernard François avait travaillé comme clerc dans sa jeunesse, qui était le véritable auteur, et Louis Balsa n'en aurait été que le complice involontaire lorsque Bernard Albard aurait commis le crime. Ceci, c'est des suppositions, on n'en a pas de preuves certaines, mais la mémoire orale à Montira a conservé la trace du fait que sur son lit de mort, cet Albard aurait avoué avoir laissé condamner un innocent. Alors, cette affaire Balsa va en fait jouer un rôle pour Honoré. C'est que Honoré, qui dans son œuvre fait apparaître pratiquement toutes les régions de France, il y en a une qui n'apparaît jamais, c'est l'Albigeois, le Quercy, le Toulousain. Elle est complètement masquée dans l'œuvre d'Honoré. C'était pour éviter effectivement qu'on lui recherche vraiment ses origines. Il a prétendu ensuite se rattacher à la famille Balzac d'Antragues, qui était une famille de l'Auvergne, pour masquer, je pense, tout lien avec cette affaire Balsa qui a entraîné toute rupture entre les Balzac parisiens et les Balsa restés dans le Tarn. Oui, parce que c'était un élément de compromission, de se retrouver identifié à ce qui... Tout à fait, ça jouait sur l'honneur. L'honneur de la famille était mis en cause, avec une personne guillotinée pour crime de sang. L'honneur de la famille était mis en cause. Alors si on continue sur le destin de notre Bernard-François Balsa, dont on voit que Balzac dorénavant, dont on voit qu'il est justement balzacien. Il est un prototype du personnage balzacien, d'une certaine façon. Oui, alors je pense qu'il a influencé certains personnages balzaciens, aucun directement, pour tel trait pour tel personnage, tel autre trait pour un autre personnage. C'est un peu un kaléidoscope, la façon dont Balzac joue avec la réalité. Mais il a sans doute beaucoup influencé Balzac par les histoires qu'il a racontées à son fils dans de longues années de cohabitation. De 1820 à 24, Honoré a quasiment vécu chez ses parents, et donc c'est là, Honoré étant adulte, qu'il a sans doute appris beaucoup de choses. Et Honoré, qui a prétendu dans son œuvre, dans la comédie humaine, décrire tous les milieux sociaux, il y a des milieux sociaux que lui-même n'a pas connus, comme la paysannerie, l'institution militaire, et là, il s'est appuyé sur les récits de son père, qui, eux, les a très bien connus, à la fois la paysannerie ou l'institution militaire. Donc, il a été pour son fils une source importante d'informations. Et de même, pour les noms de personnages de Balzac, une partie sont dérivés de personnes qu'a connues Bernard-François Balzac. Par exemple, un exemple parmi des dizaines, Vautrin, Vautrin qui est un grand personnage dans l'œuvre de Balzac, dans la comédie humaine, qui réapparaît dans plusieurs romans. Vautrin, Bernard-François Balzac avait connu un curé Vautrin à Verdun, dont il était chargé d'approvisionner la ville en 1792, avant qu'elle soit conquise par les Prussiens. Et cet abbé Vautrin, lui, était resté royaliste et était favorable à ce que les Prussiens s'emparent de la ville. Mais c'est un exemple de nom réutilisé venant de Bernard François et réutilisé dans l'œuvre de son fils. Mais on pourrait en trouver des dizaines d'autres.
Oui, si vous avez quelques occurrences comme ça qui sont intéressantes, ça serait bien de les connaître, parce que ça confirme l'hypothèse quand même d'un lien, d'une influence qu'on ne met pas assez en avant peut-être aujourd'hui. Oui, mais par exemple, une ténébreuse affaire a été inspirée par des événements qui se sont passés vers 1800 dans la région de Tours, où Bernard François a été l'informateur d'Honoré. Très bien. Pour vous qui êtes dans la généalogie, Balsa, donc quelle résonance ça peut avoir pour vous en tant que généalogiste? Alors, Balsa, ça vient d'un ancien mot occitan balsan, du latin balteanus. Ça a la même origine que pour un cheval qu'on appelle balzan, et c'est qu'il y a des marques sur ses pattes. Un cheval balzan de diverses coloris et un sens dérivé de balsan en occitan, c'est original, fantasque. Donc c'est probablement cet adjectif d'ancien occitan balsa qui est à l'origine du patronyme Balsa. Mais Honoré, qui ne pouvait pas ignorer que le patronyme originel de sa famille était Balsa, qui a donné Balzan et qui a donné aussi Bossan. Pour un cheval, Balsan, c'est un cheval Bossan. Et c'est peut-être là l'origine du nom Bosséan. Une grande famille de la comédie humaine s'appelle Bosséan. Il est possible que ça soit un jeu de mots avec Bossan, qui est la forme française de l'occitan Balsan. Très intéressant. Alors si on continue toujours sur Bernard François Balzac, oui. Si on continue sur lui, donc là on était à Paris, on était à sa retraite qui a réduit son train de vie, et comment se continue la suite? Alors, après Villeparisis, où il a été, pour se rapprocher de sa fille, vivre à Versailles dans les années 1825. Et c'est là que on a une source unique et on n'a pas de précision, mais il semblerait qu'à l'âge de 80 ans, il aurait mis enceinte à nouveau une fille qu'on n'a pas identifiée. On n'a pas trouvé de naissance d'enfant naturel à cette époque. Donc là, c'est par une lettre de la femme de Bernard François Balsa qui laisse entendre effectivement que Bernard François Balsa, qui aurait conservé toute sa virilité, à 80 ans, aurait mis à nouveau enceinte une jeune fille, mais on n'a pas les détails si le fait est certain. Mais, semble-t-il, il était passionné on va dire, de maintenir sa santé, il a une passion pour les centenaires, enfin, il s'intéressait à toute cette approche pour préserver sa santé le plus longtemps possible. Tout à fait. Il suivait des méthodes qui avaient été mises au point par des personnes pour devenir centenaire. Il avait adhéré à la caisse Lafarge, dont il espérait être le dernier survivant et rafler toute la mise. Et c'est un aspect qui a aussi joué dans l'œuvre d'Honoré, qui a écrit l'élixir de longue vie, où il s'est peut-être inspiré d'ouvrages qu'il y avait dans la bibliothèque de son père. Donc, sans doute une riche bibliothèque. Oui, Bernard François Balsa passait une grande partie de son temps dans sa bibliothèque. Il était en particulier passionné de la Chine, par la Chine. Parce que quand il était secrétaire au Conseil du roi, il avait un ministre de l'époque, Bertin, c'est lui qui avait commencé à introduire les chinoiseries, la mode des chinoiseries, de l'histoire chinoise. Et c'est probablement de cette époque-là que datait l'intérêt de Bernard François pour la Chine et les ouvrages en traitant. Et il avait un point commun avec il était passionné de thé aussi, Bernard François Balsa, et comme Honoré d'ailleurs, qui Honoré racontait une histoire abracadabrante sur le fait que le thé qu'il consommait lui venait de Russie, du tsar de Russie, qui lui-même le tirait de l'empereur de Chine. D'accord. Et donc si on continue, alors là, ma foi, il y a peut-être une progéniture pas connue, donc il était en pleine vigueur, passionné par maintenir sa vie le plus longtemps possible, pariant même là-dessus. Voilà, mais en fait, il va quand même ne pas devenir centenaire et mourir à 83 ans en 1829.
Et Honoré, qui a voulu se lancer dans la littérature, qui a écrit depuis 1820 des romans, ce qu'on appelle ses romans de jeunesse, mais pour lequel il a utilisé différents pseudonymes, jusqu'en 1820. Ensuite, il est devenu en 1826 imprimeur. Pour éviter la faillite, son père, grâce aux subventions de sa mère et de son père, il ne fait pas faillite, mais il arrête l'imprimerie. Et c'est à la mort de son père en 1829 que Honoré renonce à ses pseudonymes, et son père étant décédé, qui était l'homme important de sa famille, c'est lui qui maintenant le devient, et c'est en 1829 qu'il écrit sa première œuvre du nom de Balzac. Et il prendra, sans particule encore, il prendra la particule quelques années plus tard. Je crois dès 1832, il prendra la particule et deviendra Honoré de Balzac. Alors, vous, après, j'imagine que tout ça, il a fallu l'écrire. Il a fallu envisager un livre. À quel moment c'est pour vous devenu l'idée de transformer toutes vos recherches en un ouvrage, et quelles ont été les étapes qui ont amené à ce beau livre-là? Alors, l'idée de livre ne m'était pas venue immédiatement, puis à mesure que mes découvertes s'accumulaient, c'est-à-dire le fait qu'il avait vécu à Toulouse, qu'il avait été secrétaire valet de Bertrand de Molleville dès 1770, des actes le concernant dans le notariat de Paris, parce que vu le nombre de notaires à Paris, les recherches sont très, très difficiles, mais j'ai fait l'hypothèse qu'il avait le même notaire que Bertrand de Molleville. Et l'hypothèse a payé, j'ai trouvé des actes dans les minutes de ce notaire parisien, qui était celui de Bertrand de Molleville. Donc, lorsque les découvertes se sont accumulées, j'ai dit, il faut que j'en fasse un livre. Et ça, c'était à peu près en 1992. Donc, à partir de 1992 à 1996, j'ai rédigé, on peut dire, le livre, en utilisant ces recherches que j'avais déjà faites avant 1992, mais j'ai quand même en parallèle continué sur quelques points où j'avais besoin de compléter mes recherches. J'ai quand même continué en parallèle quelques recherches pour arriver à avoir une biographie complète sans trop de trous. Et qu'on comprenne la logique un peu, la logique du parcours. Les protecteurs, bon, il a toujours joué sur des protecteurs, le marquis Guillaume de Castelpère, Bertrand de Molleville, Lacombe Saint-Michel, Doumer, dont on n'a pas parlé, Daniel Doumer, qui a été souvent son employeur, qui était originaire de Montauban, qu'il a sans doute connu à Paris, et d'ailleurs, le prénom Daniel et le prénom du fils, Louis Daniel, le prénom Daniel venait de ce Daniel Doumer. Donc, lorsque j'ai eu assez de rédiger, disons, le livre, on peut dire que j'ai cherché un éditeur, et le livre faisant 600 pages, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur, je l'avoue. En fait, j'ai fait 45 lettres d'éditeurs. J'ai eu une dizaine d'éditeurs qui m'ont demandé le manuscrit. Et bon nombre plusieurs, m'ont demandé de le réduire de moitié, de 600 à 300 pages à peu près, qui était le volume moi je m'y suis refusé parce que je ne voyais pas ce que je pouvais supprimer. Tout est nécessaire pour rien n'est inutile finalement. Et c'est finalement un éditeur aveyronnais, monsieur Maurice Subervie, que je remercie encore, qui a accepté de publier l'ouvrage, ce qu'il n'a pas regretté, puisque l'ouvrage s'est épuisé en un ou 2 ans, quasiment. Bon, on le remercie aussi, cet éditeur, parce que grâce à lui, on peut disposer de votre travail. Et quels ont été ensuite, vous avez fait un peu de promotion, quel a été votre lien avec l'environnement balsacien? Alors, j'ai fait assez peu de promotion, j'étais membre de la Société des Amis de Balzac, qui m'a proposé de faire une conférence sur le livre. J'ai fait aussi des conférences dans le Tarn,
Et le livre a eu un très gros succès, on peut dire, dans le nord du Tarn, dans le nord, la commune de Montira, de Mirandol, les communes voisines, dans ces communes-là où il y a encore des familles Balsa, certaines avec la tradition qu'elles avaient un lien avec Honoré de Balzac, le livre a eu un très gros succès dans cette région-là. À Paris, dans le milieu balsacien, il a eu, je dirais, un succès moindre, ce que j'explique par le fait, je suis obligé de le dire, que je ne suis pas universitaire et que je n'ai pas été pris vraiment au sérieux du fait que je n'étais pas membre en quelque sorte du sérail. D'accord. Je pense que maintenant, avec un recul de 20 ans, le livre a été un peu réhabilité dans ce milieu-là et qu'il est souvent cité désormais dans les ouvrages qui sortent concernant Balzac. Tout à fait. Tout à fait. Pour en venir au lien entre, puisque vous les avez faits, puisque vous-même vous êtes originaire de la région, et que ça vous a très tôt interpellé dans votre propre histoire de vie. Et donc je me disais, pensez-vous, ressentez-vous, après tout ce travail, qu'il y a toujours des liens entre l'œuvre de Balzac, la comédie humaine, par le biais de son père? Est-ce qu'il y a toujours des liens, quelque part, dans l'imaginaire, dans un lien particulier avec cette région de la vallée du Vior? Feriez-vous des liens, vous? Oui, il y a un lien, par les milieux sociaux qu'a connus son père. Balzac décrit des milieux sociaux qu'il a connus par l'intermédiaire des récits de son père, ça c'est sûr, l'institution militaire, la paysannerie, etc. Pour l'onomastique balsacienne, les noms de personnages, il y a aussi une partie qui est due à des noms de la région du Tarn, mais souvent masqués, déguisés. Par exemple, il y avait un député tarnais à la Convention qui s'appelait Rochegude, l'amiral de Rochegude. Balzac avait donné, dans une première édition, ce nom à un personnage. Ensuite, il l'a remplacé par Rochefide, parce que Rochegude était trop explicite, et en raison de l'affaire Balsa, il a masqué des noms. Un personnage qui s'appelait Candour, un notable qui avait eu un lien avec l'affaire Balsa, Balzac a nommé un personnage Chandour, c'est-à-dire il change la haie, qui peut être une variante de ce nom-là. Donc, il y a, je pense, les noms de personnages de Balzac, une partie qui n'est peut-être pas la principale, qui est modeste quand même, mais réelle, est due à la vallée du Vior. Mais l'influence principale, je dirais, c'est la description de milieux sociaux, de récits, d'intrigues, par le père durant les 4 ou 5 ans où ils ont cohabité de 1820 à 1825. Alors, un élément qui caractérise la vallée du Vior, c'est aussi un lieu plein d'imaginaire, plein de légendes, qui est très singulier dans la région. Et est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, l'intérêt de Bernard-François Balsa pour la maçonnerie, pour des éléments assez mystiques, assez fantastiques, et qu'on retrouve ensuite chez Balzac. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, on ne pourrait pas faire l'hypothèse d'un élément de continuité dans cet imaginaire-là? Oui, tout à fait, mais je dirais que pour cet aspect-là, les deux parents de Balzac ont joué un rôle, parce que aussi la mère était également passionnée par ces sujets-là, et donc à la fois le père et la mère, donc c'est toute une partie de l'œuvre de Balzac. Balzac, on le considère comme le maître du réalisme, mais ce n'est qu'une dimension de son œuvre. Il y a aussi une version ésotérique, une version qui est mystique en quelque sorte aussi, dans l'œuvre de Balzac, avec des œuvres comme Sérafita, etc. Et donc, Balzac, en fait, c'est ce qui fait que c'est un génie multiforme. Il sort du réalisme, mais c'est aussi un maître du réalisme. C'est ça, tout à fait. Et en ce sens-là, il nie pas les racines très rurales, très réelles, très concrètes de ses origines en réalité. Mais c'est vrai qu'il y a derrière, et c'est la particularité de la vallée du Vior,
toute cette partie fantastique et imaginaire, avec la peau de chagrin, toutes sortes de textes qui nous donnent le sentiment qu'il y a un fond commun chez les Balsa, qui est mise en valeur aussi par Honoré de Balzac. Voilà, et là il faut citer l'écrivain occitan Jean Boudou, dont la mère était une Balsa, donc je pense aussi que le fait, cette parenté éloignée avec Balzac, a joué un rôle pour, sur le fait qu'il soit devenu écrivain, et c'est vrai que Boudou était effectivement, dans son œuvre apparaît cet aspect fantastique, hein, et ce qu'on peut regretter, c'est cette affaire Balsa. Sans cette affaire Balsa, Balzac aurait certainement mieux utilisé ce fond occitan languedocien tarné. Et le problème, c'est qu'avec cette affaire Balsa, il a mis une chape de plomb sur tout ce qui en provenait. Alors, c'est indirectement, il les a masqués, il a déformé les noms, il a utilisé quelques intrigues en déplaçant les lieux. Donc, c'est vrai que cette affaire Balsa a masqué des influences qui auraient été plus directes sans elle. Bien, mais écoutez, vraiment, monsieur Jean-Louis Degas, c'est un grand plaisir, hein, je crois qu'on s'est tous régalés de cet échange. Mais je vois à côté de vous un exemplaire qui est plein de petites fiches, et on dirait que vous avez continué quand même à préciser des éléments, continuer la recherche. Oui, vous voyez, le nombre de stickers, est impressionnant. C'est des choses qu'il y aurait à préciser, à compléter, quelquefois à rectifier, si je faisais une seconde édition de l'ouvrage. Mais je ne suis pas encore assez motivé pour me lancer dans cette nouvelle édition. Ben, espérons qu'on va trouver le moyen de vous motiver. Je pense que c'est assez indispensable, et je veux vraiment insister sur le caractère unique de ce travail, puisque ce travail d'archives que vous avez fait pendant des années, lié à votre passion de la généalogie, et puis aussi la systématique, puisque votre livre est très bien organisé, on voit le savoir-faire de l'ingénieur, hein, qui s'est relié à celui de l'écrivain et qui nous donne une présentation bien structurée de cette biographie. Donc je me dis que quand même, il serait très important que vous puissiez, si possible, la continuer et qu'on trouve les moyens de vous motiver. En tout cas, monsieur Jean-Louis Degas, merci beaucoup, et merci de nous avoir accueillis chez vous, d'avoir offert cette hospitalité à notre souhait. À notre niveau, nous allons continuer sur ce que nous avons commencé à échanger avec vous, c'est-à-dire qu'à Montira, on puisse célébrer Honoré de Balzac, également Bernard-François Balsa, refaire ce lien, parce qu'il existe malgré tout crypté dans certains des textes d'Honoré de Balzac, et qu'il est pertinent aujourd'hui qu'on en vienne aussi à remettre à jour cette dimension et cette histoire de Balzac. Merci de nous l'avoir présenté, en tout cas, de manière aussi intéressante. En tout cas, je souhaite un grand succès à ce festival Balzac.